Bonjour à tous et à toutes. Donc on va démarrer notre séance de notre table ronde. Et un grand merci d'être là parmi nous. Au nom d'Impulse Partners et de Léonard, je suis ravie de vous accueillir pour la 3e édition du Paris Women Contech, qui est un événement annuel qui permet de valoriser les parcours au féminin. Et cette année, nous avons choisi le thème de l'adaptation au changement climatique comme un thème d'urgence, un thème de mobilisation collective pour passer ce moment ensemble. Je suis Stéphanie, je suis l'une des dirigeantes d'Impulse Partners. Et ravie à double titre de partager ce moment pour valoriser le parcours des femmes, à la fois par conviction personnelle, parce que ça fait plus de 20 ans que j'évolue dans le secteur du BTP avec plein d'hommes, ingénieurs partout. Peut-être aussi parce que j'ai 2 filles et que je crois beaucoup en la sororité. D'ailleurs, je reconnais quelques personnes ici qui ont marqué mon parcours professionnel, qui sont des femmes ou qui sont des hommes avec une forte influence, un côté très féminin. À double titre aussi parce que chez Impulse Partners, nous avons décidé, nous sommes engagés à être le relais français d'une association qui s'appelle Women Contech. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. On va aborder 2 enjeux majeurs donc, qui façonnent un peu l'avenir de notre secteur au sens large, l'urgence de s'adapter au changement climatique et la nécessité de promouvoir la diversité dans son ensemble et particulièrement les talents au féminin. Alors ce moment, cette table ronde, elle est animée particulièrement par 2 convictions que nous avons chez Impulse. La première, c'est qu'on pense vraiment que l'innovation ne se limite pas à l'innovation technologique, mais qu'elle est elle sera permise si on peut mêler la richesse des personnalités, la richesse des énergies, des parcours et des visions. C'est précisément en fait la raison d'être de l'association Women Contech, qui a pris son essence aux États-Unis, initiée par l'une des dirigeantes de Hilti, qui croyait fort à l'esprit communautaire, en tout cas au féminin, et qui, on vous invite à suivre à la fois leur page LinkedIn et d'aller regarder sur le site. Mais l'idée de cette dynamique est vraiment de connecter les femmes entre elles, d'inspirer aussi les carrières et d'accélérer l'innovation très inclusive. La deuxième conviction chez Impulse, c'est lié à notre raison d'être. Notre mission, c'est d'impulser les transformations durables des territoires et des industries. On cherche au quotidien à faciliter l'innovation collective et sur le sujet de l'adaptation au changement climatique, on lance une nouvelle initiative qui est un lab d'innovation qui permettra de rassembler les acteurs publics et les acteurs privés pour se mobiliser ensemble, aller plus vite, évaluer les vulnérabilités ensemble et trouver des solutions, quels que soient les acteurs qui sont dans la chaîne de valeur de la ville. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 6 femmes de talent, 6 femmes inspirantes, dirigeantes, entrepreneurs, expertes. Elles incarnent cette ambition, elles vont partager avec nous à la fois leurs convictions, leur parcours et tout ce qu'elles font pour accélérer le changement. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Léonard, ce beau lieu dédié à l'innovation. C'est l'accélérateur d'innovation du groupe Vinci. Et je vais maintenant passer la parole à Isabelle Spiegel, qui est directrice du développement durable du groupe Vinci. Isabelle, je vous en prie, pour partager à la fois les grands enjeux d'adaptation au changement climatique et surtout, dites-nous, partagez-nous votre parcours également inspirant pour nous toutes. Merci beaucoup Stéphanie. Je regarde le timing. Alors, je suis ravie d'être là pour cet événement, pour les 2 sujets traités, on va dire. Et donc, je dois d'abord vous dire bonjour à toutes et à tous. Je suis contente d'avoir un public qui n'est pas non plus exclusivement féminin, parce que la diversité est quand même clé. Et effectivement, Léonard, c'est un lieu qu'on a créé en 2016-17. Je regarde Valentine, qui le connaît bien puisqu'elle y travaille. Et qui est notre lieu d'innovation et de prospective et qui, dès le départ,
a lancé un groupe de travail sur le sujet de la résilience climatique, qu'on a renommé adaptation il y a quelques années maintenant, mais je dirais que c'est vraiment dans la dynamique. Et donc c'est le premier sujet que je vais développer. J'ai un deuxième message après pour répondre à la question effectivement de Stéphanie, c'est la raison de ma présence, mon parcours, comment on fait et comment on continue à faire bouger les lignes. L'adaptation au changement climatique, c'est un sujet qui est majeur, qui est en train de nous toucher de plein fouet. Je pense qu'il n'y a pas une table ronde dans laquelle j'interviens sur le sujet, dans lequel on ne démarre pas tous par « nous avons connu un cas concret d'incendie à tel endroit, d'inondation, de tempête, etc. » qui nous a fait déclencheur d'action. Voilà. Donc on n'a plus besoin sur le sujet de l'adaptation au changement climatique de montrer des photos d'ours polaires pour dire que ça nous touche de près, chacun, dans nos vies, en tant qu'être humain, individu, citoyen de la planète ou directement professionnel. Et donc il est largement temps qu'on s'y attaque. J'ai un chauffeur de taxi il n'y a pas longtemps qui m'a dit sur le sujet « la surprise fait mal à l'être humain ». Et donc, il nous faut anticiper. Ben voilà, j'ai trouvé que c'était plein de bon sens. Et je parlais de changement climatique en disant, voilà. Donc, il faut qu'on se prépare chacun dans cette anticipation. Alors, dans ce groupe de travail sur la résilience climatique, on a travaillé sur un certain nombre d'offres. En tant que constructeur, on a plein de choses. Techniquement, on a plein de choses qui sont à notre portée. Donc, je vais faire exactement le même parallèle que je fais sur la décarbonation, la circularité ou d'autres sujets de l'environnement. En fait, les solutions techniques, on va être tous capables de les développer. Donc, soit elles existent, et il suffit de les mettre en œuvre, j'adore ce suffit, soit effectivement, les ingénieurs que nous sommes, pas tous exclusivement, mais vont être capables effectivement de développer ces solutions. En revanche, on a un problème de passage à l'échelle et d'accélération en fait. On est déjà en retard. Si on doit aujourd'hui parler d'adaptation au changement climatique, c'est bien parce que on n'est pas allé suffisamment loin ou suffisamment vite sur le fait de contenir ce réchauffement climatique. Et donc maintenant, il faut qu'on attaque ces deux grands chantiers de front. Continuer à faire tout ce qu'on peut pour réduire les émissions, l'aspect atténuation, et puis déjà anticiper effectivement les conséquences du changement climatique. Et donc, dans notre groupe de travail, on a raisonné beaucoup aussi autour du modèle économique et de se dire, en fait, est-ce qu'on peut trouver des pistes d'accélération via ce travail sur le modèle économique? Et donc, on continue à le travailler. C'est pas du tout évident. Il y a quelques signaux d'espoir du côté des assurances, par exemple, qui, il y a 2-3 ans, quand on fait le tour des assureurs, nous disaient, nous, il y a des zones géographiques ou certains aléas qu'on n'assurera plus. Aujourd'hui, on a réussi, il y a quelques temps, il y a 1 mois et demi à peu près, à avoir un événement avec les assureurs où on était tous dans une posture de comment rester assurable et donc c'est quoi les leviers pour que l'adaptation ne soit pas sortie du modèle économique et qu'on ait bien encore de l'assurabilité. C'est pas du tout simple à faire, mais c'est une des premières pistes. L'autre, c'est simplement de rendre plus tangible cet adage du coût de l'action et coût de l'inaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a X rapports. Stern était un des plus marquants. La Cour des comptes vient de reprendre en septembre les éléments, disant qu'il vaut mieux agir maintenant. Le coût de l'action revient, alors, je sais pas, entre 5 et 10 fois moins cher que le coût des dommages futurs, donc le coût de l'inaction. Et donc ça, macroéconomiquement, c'est écrit partout. Comment on le passe dans le tangible des chantiers, des terrains, des projets, que ce soit en construction ou en exploitation, c'est une autre difficulté avec ces questions de coût total à calculer, je dirais infrastructure par infrastructure, projet par projet, ville à ville, quasiment qui ne sont pas si évidents. Donc je fais un appel collectif, si vous voulez plancher là-dessus, nous on est en train de faire un certain nombre de choses et je pense qu'il faut mettre en commun pour effectivement partager cette valeur économique déjà du coût de l'action et donc valeur ajoutée d'agir maintenant par rapport à l'inaction. Il y a tout dépendant autour des solutions fondées sur la nature qui finalement nous ouvrent des co-bénéfices qui ne sont pas que économiques. Donc si aujourd'hui, demain, sur cette adaptation, on parle un peu plus de bien-être, santé et d'autres co-bénéfices que strictement l'environnement, j'ai aucun problème. Tous les leviers sont bons pour effectivement bouger les lignes. Et donc, c'est la matière que vous allez continuer à travailler via cette table ronde qui va être passionnante, j'en suis sûre. Donc, thématique hyper centrale, hyper importante.
Comment je lis le deuxième sujet et le fait que effectivement Women Can Tech ait un rôle à jouer là-dessus, c'est simplement là aussi dans cette capacité d'accélération, il faut qu'on raisonne différemment dans les process d'innovation. J'avais écrit un papier il y a quelques temps en disant il faut qu'on arrive à raisonner à partir d'une page blanche et pas seulement en incrémental. Il nous faut de l'incrémental parce qu'il y a tout un tas de choses à améliorer dans ce qu'on fait, mais il faut aussi passer des caps en fait d'innovation, pas que techno, hein, encore une fois managériale et autres. Et ça, je pense que pour le faire, le mieux, c'est de changer de lieu, c'est de changer de personne, enfin, c'est de faire appel à toute la diversité. C'est la mise en pratique du 1 + 1 en termes être humain égale 3 et pas 2, ou égale plus que 2 en tout cas. Parce que parfois ça peut être 5 ou 6, on démultiplie finalement parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à raisonner différemment. L'incrémental ne suffit pas dans cette accélération. Donc moi j'ai un parcours où je suis ingénieure de formation, environnement, parce que j'ai choisi une école, il y en avait que 2 à l'époque, qui avait une option environnement par intérêt. Et puis j'ai fait du conseil en développement durable, là encore parce que ça me passionnait de découvrir plein de choses différentes pendant toute ma carrière. Aujourd'hui je suis effectivement au COMEX d'un groupe du CAC 40. C'est une belle réalisation, mais c'est surtout parce que je suis utile dans mon job. Je pense que je continue à y exprimer toute ma passion en fait pour ces sujets-là et la capacité à vouloir faire bouger les lignes. Donc j'ai un job qui me permet d'avoir de l'impact. Ça résonne par rapport à un certain nombre de jeunes. Quand il y a 6 ans, j'ai eu cette opportunité de rejoindre le groupe Vinci, je fais oui, c'est une évidence parce que c'est parmi les secteurs qui ont encore énormément de choses à faire, qui ne sont pas faciles parce que fragmentés, très réglementés, très normatifs. Et donc faire bouger les lignes dans un secteur comme ça, c'est pas simple. Et ce que je mets en pratique, je dirais tous les jours, c'est le fait de dire il faut bouger partout en fait. Enfin, je suis une agitatrice finalement sur ces questions-là de la transition environnementale. Il faut que chacun, de façon individuelle et collective, puisse trouver le petit truc qui lui convient et qui fait qu'il va pouvoir bouger. Donc si c'est un réseau de femmes, c'est un réseau de femmes. Si c'est un réseau d'experts en adaptation au changement climatique, c'est la même chose. Si c'est je m'éclate sur du contenu contractuel parce qu'on va réinventer la manière de fonctionner avec notre client sur un nouveau modèle économique, tant mieux. Si c'est techno, tant mieux. Je veux dire, il faut de tout. Donc il y a de la place absolument pour tout le monde. Et c'est une des raisons de ma présence ici. Women Can Tech, ça a autant de sens que tout un tas d'autres réseaux. Par contre, il faut que chacun, et c'est pour ça que je mets beaucoup réseau là-dessus, on ne peut pas se sentir seul quand on agit. La tâche est beaucoup trop grande pour qu'individuellement, la somme des individus fasse le job. Donc, il faut effectivement qu'on arrive à s'allier les uns les autres et donc trouver chacun individuellement vos compères pour ne pas se sentir seul et partager, échanger là-dessus. Je pense également dans cette illustration de la diversité, nous, on est dans un groupe où non seulement, oui, la construction est plutôt masculin, plutôt ingénieur, français d'origine, et en réalité, il faut bouger les lignes partout à la fois. C'est-à-dire faire plus international, aller chercher d'autres profils que de l'ingénieur, aller chercher effectivement un peu plus de femmes ou autres. Et c'est ça qui va faire, c'est ces pistes-là qui va faire qu'on va être plus intelligent collectivement et réussir à accélérer, faire des pas de côté. Regardez, hier je recevais une délégation d'entreprises chinoises. C'était ultra intéressant aussi parce que j'ai travaillé en Chine pendant 2 ans. 2008 à 2010, ils parlaient déjà très fortement d'adaptation. Et Pékin est à côté d'un désert, donc le fait d'amener des infrastructures d'eau à Pékin, c'est de la survie en fait de leur capitale. Et donc c'était ultra marquant parce que 2010, quand j'étais rentrée en France, on était en train de mettre en œuvre les premières pistes de Grenelle de l'environnement. On n'était que sur l'atténuation. J'ai dit oh là là, il y a un gap énorme en fait entre ces 2 sujets et deux territoires. Aujourd'hui, je pense que les 2, Europe et Chine, parlent des 2 sujets et sont conscients qu'il faut faire les deux efforts en même temps. Et il y a tout le reste de l'environnement et du social qu'il faut continuer à bouger. Mais donc c'est ultra intéressant régulièrement de s'inspirer grâce à cette différence, d'aller chercher des gens qui ne nous ressemblent pas et de créer ces réseaux pour continuer à faire fructifier l'ensemble de notre idée. Je terminerai par un mot, action. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc chacun, petite, grande, toutes les actions sont bonnes à prendre. Il y a une chose qu'il faut retenir aussi, c'est par l'action, l'expérimentation, le terrain, la démonstration par l'exemple et la mise en pratique qu'on arrivera aussi à faire bouger les lignes. Voilà, hâte de vous écouter, mesdames. Merci beaucoup. Merci Isabelle.
On garde Isabelle avec nous, qui va être une spectatrice attentive pour pouvoir revenir nous voir pour le mot de la fin. Je vais me tourner maintenant vers nos invités et je vous propose de vous les présenter très rapidement avant qu'on lance les échanges. Alors d'abord, je m'adresse à vous, Amélie Quantic. Amélie, vous êtes ingénieure de formation. Diplômée d'une grande école, vous avez mené un parcours exemplaire dans la fonction publique. Après un début de carrière en province, vous avez intégré l'administration centrale, occupé des postes à responsabilité croissante, notamment en cabinet ministériel, et vous êtes aujourd'hui directrice adjointe au Commissariat général au développement durable au sein du ministère de la Transition écologique. Vous pilotez des politiques majeures d'adaptation au changement climatique et incarnez une nouvelle génération de femmes dirigeantes dans la haute fonction publique. Merci d'être avec nous ce matin. Lucille Alonso. Lucille, merci aussi. Vous êtes fondatrice de City Climatics, une entrepreneuse, une jeune entreprise innovante qui est issue de la recherche académique avec l'Université Lyon 3 et le CNRS. Vous développez des solutions numériques pour analyser le confort thermique urbain et lutter contre les îlots de chaleur. Votre parcours est marqué par la volonté de vous imposer dans des environnements traditionnellement masculin et d'abord dans le sport de haut niveau, puis dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui dans l'innovation urbaine. Aujourd'hui, vous accompagnez collectivités et aménageurs pour concevoir des villes plus résilientes et agréables à vivre face au changement climatique. Merci d'être avec nous. Florence Gauthier, vous êtes ingénieure de formation. Il y a beaucoup d'ingénieurs, avec une première orientation vers l'énergie, puis un parcours remarquable dans la construction et l'ingénierie. Très jeune, vous avez encadré de grandes équipes sur des projets majeurs, avant d'occuper des fonctions à responsabilité chez Bouygues Construction, puis à la tête d'une agence d'un bureau d'études, dans les environnements techniques très exigeants, comme des sites Céveso, des sites nucléaires ou des sites hospitaliers. Merci d'être avec nous. Priscille, Priscille Véguin, vous êtes ingénieure également, entrepreneur engagé. Votre parcours professionnel s'est construit à l'interface entre la technique, l'innovation et l'action territoriale. Vous avez débuté dans les environnements exigeants également, en accompagnant des collectivités et des gestionnaires d'infrastructures sur le terrain, où vous avez piloté des projets complexes liés à la gestion des risques, à la résilience des ouvrages et à la transition écologique. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Climera. Vous proposez un logiciel pour aider les acteurs du BTP et les collectivités à anticiper les risques climatiques extrêmes et renforcer la résilience de leurs projets. Merci. Et Valentine Huet, vous avez une histoire assez personnelle. Vous avez grandi à La Rochelle, un territoire qui était directement concerné et touché par la tempête Xynthia. C'est un événement qui a éveillé très tôt votre conscience de la vulnérabilité des territoires face au climat et des dégâts que cela peut engendrer, tant physiquement que psychologiquement. Après des études de sociologie urbaine à la Sorbonne et urbanisme durable en Suède, vous vous êtes intéressé aux différentes manières de penser et gérer les territoires, jusqu'à comparer à Hawaï les approches de rénovation d'infrastructures hydrauliques entre l'armée américaine et une association locale mobilisant les savoirs autochtones. Vous avez participé à plusieurs COP afin de porter la voix des jeunes sur la nécessité d'intégrer la notion d'adaptation climatique au milieu urbain, avant de débuter votre carrière au sein d'un établissement de conseil. Vous avez fait du conseil, et ensuite pour intégrer le groupe Vinci, pour aider le groupe à définir sa stratégie en matière d'adaptation au changement climatique. Merci d'être là, Valentine. Maintenant que les présentations sont faites, on va lancer un premier thème un peu dans la continuité des profils inspirants que vous êtes. Ma première question vient plutôt sous l'angle du leadership au féminin, pour savoir finalement dans vos environnements à chacune, comment vous avez pu, comment vous voyez finalement la place des femmes. Voilà, pour vous, Amélie, dans la fonction publique, qu'est-ce que vous vivez et est-ce que vous avez perçu que les choses évoluaient? Écoutez, merci, bonjour à tous, merci pour cette
pour cette question qui est finalement, je crois, une question qu'on se pose un peu tous à un moment de notre carrière, finalement, qu'on soit un homme et une femme, la question de savoir quel est l'effet du sexe, finalement, sur la carrière des gens et sur la raison, finalement, pour laquelle ils sont mobilisés dans l'entreprise ou dans la structure. Moi, j'ai eu la chance de faire des études dans une grande école très mixte, en fait, qui est l'École normale supérieure Paris-Saclay, qui est une école où on a historiquement une parité qui est importante. Mais en fait, cette parité, elle masquait des différences avec des sections littéraires. Moi, je faisais de la biologie, énormément de filles. Et puis à côté, les sections génie civil, mécanique, où là, mes copines de l'époque étaient vraiment les rares filles présentes dans ces filières-là. Et donc, à la fois, on avait une mixité intéressante à l'échelle globale, mais ponctuellement, des vrais problèmes en fait, de représentation hommes-femmes dès la formation. Alors après, dans la fonction publique, au début de ma carrière, j'ai jamais trouvé ça comme étant quelque chose de problématique. Alors bien évidemment, quand je faisais des réunions avec le monde agricole sur le terrain, mes interlocuteurs élus, c'est plutôt des hommes. On le retrouve aussi, les élus de la ruralité, majoritairement des hommes. Mais ça m'a jamais interpellée comme étant une difficulté, et notamment parce qu'on avait des modèles féminins qui émergeaient. La présidente de la FNSEA, Catherine Lambert, était un modèle. On avait des grands élus féminins. Je travaillais à l'époque de Ségolène Royal. On avait une impulsion politique et on disait finalement il y a des pionnières, il y a des choses qui sont en train de se passer. Moi-même, ma carrière, elle progresse et je ne rends compte pas de difficultés. Moi, je pense et donc j'ai bénéficié de ça en toute sérénité. Je pense maintenant qu'on est arrivé à un point où il faut qu'on aille un peu plus loin que juste cette tendance naturelle, pour deux raisons. La première, nous, dans la fonction publique, on a des quotas. On a l'obligation d'avoir 40% de femmes dans les première nomination de cadre. C'est à peu près 10 000 postes qui sont concernés. Alors sur 600 000 en administration centrale, je ne compte pas les enseignants, c'est pas le sujet. Et honnêtement, on était à 40% avant la loi, on est à 44% aujourd'hui, on dépasse globalement ces quotas, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, si je prends le ministère de la Transition écologique, donc qui est plutôt un ministère avec des ingénieurs issus de l'école des ponts, pour ceux qui sont dans ma filière, mais pas que, on avait finalement au début un vivier féminin assez présent. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on aille retravailler notre vivier, parce que dans les plus jeunes générations, on commence à avoir du mal à trouver des candidates. Moi, juste un exemple, là j'ouvre un poste de chef de service de la recherche. Sur la quinzaine de personnes qui nous a contactés en disant je suis intéressée, j'ai une femme sur 15. Bon, si on veut avoir le choix au moment de l'affectation, il faudrait qu'on ait un peu plus de candidates. Donc on regarde notre vivier. Et deuxième élément d'attention de mon côté, on a eu un rapport interinspection très intéressant sur les filles et les mathématiques. Moi, j'invite celles qui n'ont pas pris connaissance de ce rapport d'aller le regarder. C'est extrêmement intéressant sur les biais de notre société par rapport à l'enseignement, par rapport à l'éducation, par rapport aux représentations professionnelles que l'on a sur les femmes. Et surtout, ce que nous dit ce rapport, c'est que les choses ne s'améliorent pas de manière suffisante pour nous permettre demain d'atteindre finalement des équilibres dans des professions où on aurait des déséquilibres, et ça peut créer des difficultés professionnelles quand vous avez des taux de féminisation trop importants dans certaines filières. Vous avez rencontré des difficultés, et à l'inverse, aujourd'hui, quand on a au top management, au top de la décision,
des défauts de diversité. Alors c'est la question des femmes, mais c'est aussi d'autres questions de diversité, et ça a été très bien dit par Isabelle Spiegel avant moi. Ça pose aussi la question de la représentativité de la décision, et pour l'administration, c'est bien évidemment un problème. Donc, work in progress. Ouais, il y a encore plein de choses à faire. Merci Amélie. Je m'adresse à vous, Florence. On l'a dit, vous avez accédé assez tôt à des postes de management dans votre carrière, dans des environnements très spécifiques et très techniques. Mais vous m'avez aussi confié que parfois être une femme, ça peut être un atout, notamment dans des environnements commerciaux. Vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez vécu? Tout à fait. Alors, je suis ingénieure de formation. Alors, il faut savoir qu'on était 10% de femmes dans ma promotion, qui était pourtant orientée énergie. Donc, ça aurait pu être interpellant. Mais donc, 10% de femmes. Et pendant 2 ans, j'étais la seule femme des sous-groupes qu'il pouvait y avoir. Donc, j'étais plutôt bichonnée. Donc, à la rigueur, là, c'était un atout. Dans mes premiers postes, qui étaient plutôt de la conduite de chantier, donc de base, chantier, on entend plutôt homme, j'ai eu la découverte lors de mon premier poste de me rendre compte que j'étais la seule femme cadre de l'entreprise. Et ça voulait dire que j'allais être amenée, et que j'ai mené des chantiers à 24 ans où j'avais 50 personnes sous ma responsabilité, en étant la seule femme, et avec des personnes qui avaient le double de mon âge, à peu près. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et avec le recul, c'est parce que j'y suis allée avec une certaine humilité, mais en essayant surtout de trouver une légitimité avec un regard complémentaire. Certainement pas leur apprendre leur métier, ils savaient mieux le faire que moi. Par contre, moi, je pouvais apporter un regard différent, une façon de gérer différente et une vision différente. Et ça a été plutôt un succès. Et donc, j'ai continué dans cette voie, et j'ai plutôt senti effectivement le fait d'être une femme comme un atout. Ça n'a pas été trop une gêne au niveau de l'évolution de carrière. Plutôt un atout, par exemple, pour diminuer des questions d'ego. Quand vous êtes sur des négociations un peu difficiles, notamment sur des chantiers, il peut y avoir une sorte de combat de coq, mais ça peut être vrai entre femmes ou entre hommes, et le fait d'être sur une mixité donnait des postures un peu différentes qui apaisaient aussi la discussion. Ça, c'était vrai sur les négociations plutôt chantier. Et sur des visions commerciales, l'ensemble de mes confrères étaient à 80% masculins. Donc moi, j'étais la petite demoiselle un peu différente qui se distinguait de la masse, qui avait certes le tailleur bleu marine, mais un petit peu de rose en dessous. Et mine de rien, dans une masse, ou même dans un salon, vous mettez une veste verte pour vous distinguer. En tant que commercial, c'est important de pouvoir se distinguer de ses confrères, y compris par sa personne. Donc là, je l'ai vraiment vécu comme un atout. Et aujourd'hui, je sens moins cette distinction homme-femme, qu'on soit homme ou femme. En tout cas, chez Groupe ADP, à partir du moment où on a la compétence, la légitimité, le leadership je vois beaucoup moins de distinction. À tel point qu'il y a des grands projets stratégiques qui sont confiés à des femmes. Ça ne pose pas de questions. Il y a quand même malgré tout dans les métiers plus techniques, notamment de la maintenance ou des métiers vraiment sur le terrain, il y a encore un gros effort à faire. Et donc là, on essaye de mettre en avant des portraits de femmes, voilà, donner des rôles modèles, montrer qu'il y a des possibilités. Et puis on a également des quotas au niveau des CODIR. On est à 50%, il faut atteindre 50% dans CODIR et COMEX. On y est presque. En ingénierie, on y est, étonnamment. Qui est pourtant la partie très très ingénieure, mais il y a encore un peu de travail à faire. Et je suis particulièrement touchée par ce que dit Amélie sur le rapport par rapport aux mathématiques. J'ai 2 enfants, 2 petites filles aussi, qui sont justement à un âge un peu critique entre CP et CE1. C'est à peu près le moment où il y a vraiment une décroissance identifiée par ce rapport de l'appréciation des mathématiques. Donc voilà, il faut essayer de compenser aussi comme on peut à la maison. Ce qui peut être sociétalement fait comme ça. Merci Florence. Je m'adresse à Lucille maintenant. Lucille, vous allez nous raconter votre parcours qui est aussi très singulier. Racontez-nous votre parcours à la fois comme grande sportive et vos débuts dans l'entrepreneuriat, dans le milieu masculin. Et je dirais que vous avez particulièrement mis en avant dans notre préparation le fait que, au-delà de revendiquer sa féminité, il fallait prouver sa valeur par l'action, l'exemplarité. C'est un peu ce que vous avez vécu dans votre parcours. Racontez-nous. Oui, alors bonjour à tous et merci pour aborder ces questions un peu parallèles.
En effet, moi, je voudrais revenir sur plutôt mon expérience sportive et le fait que, en fait, j'étais dans un environnement totalement masculin parce que ma pratique du sport était le football. Et j'ai compris par cette pratique sportive que la reconnaissance féminine devait passer par le travail, devait passer par l'engagement et devait mettre en valeur le fait que les compétences que j'étais à même d'apporter étaient égales, voire supérieures à celles qu'un homme pouvait apporter. Et donc pour me faire reconnaître, pour me faire valoir, il fallait que je sois toujours très exigeante et toujours tout le temps en travail pour pouvoir effectuer ces tâches qui étaient en décalage par rapport à ce que pouvait faire un homme. Ce qui m'a permis aujourd'hui au sein de l'entrepreneuriat de mettre en œuvre en fait ce que j'ai pu apprendre tout au long de ma carrière sur la rigueur, sur l'esprit d'équipe, sur la ténacité, parce que je pense qu'il faut être très ténace pour évoluer dans un environnement uniquement formé d'hommes. Et donc aujourd'hui, je l'applique à l'entrepreneuriat, je l'applique dans mon monde professionnel. Et par contre, en effet, comme le constatent mes deux confrères, je pense que la parole des femmes se libère et je pense que les femmes sont de plus en plus visibles aujourd'hui et on en bénéficie aussi positivement dans l'entrepreneuriat. Merci. Donc ça progresse. Valentine, votre point de vue sur le sujet aussi, vous avez, votre parcours il est très orienté dans l'adaptation au changement climatique, mais dans des univers très techniques, opérationnels, voire financiers. Et vous avez relevé que parfois ce sujet de l'adaptation au changement climatique, il était pas toujours perçu assez stratégique. Est-ce que vous avez, comment vous vivez aussi ce sujet à la fois des parcours et des profils? Effectivement, dans un groupe comme Vinci, comme l'a précisé Isabelle en introduction, il y a énormément d'ingénieurs plutôt hommes. Donc on arrive surtout, comme vous l'avez vu, je n'ai pas un parcours d'ingénieur, donc ça peut être aussi assez perturbant au début pour trouver des repères qui sont communs, des manières de penser qui sont en tout cas un langage commun sur la manière de penser, notamment sur les sujets d'adaptation qui sont des sujets assez neufs. La décarbonation, on en parle depuis quelques temps, l'adaptation beaucoup moins. Et c'est vrai que confronter des visions différentes peuvent être, au début en tout cas, un peu perturbants, mais au fur et à mesure, on y arrive. Pour ce qui est du sujet homme-femme, je pense qu'on a besoin de tout le monde. On le voit plutôt dans la vie environnementale, il y a plutôt des profils féminins, mais on voit aussi que ça se masculinise et c'est très bien. Pareil aussi des côtés financiers et opérationnels ou techniques. On est souvent sur des profils plutôt masculins, mais pareil, je trouve qu'il y a une nouvelle génération aussi qui a d'autres aspirations et qui apporte aussi un vent de fraîcheur sur aussi la relation au leadership, etc. et qui dépasse un peu cette dichotomie homme-femme et qui, je trouve, est assez inspirant. Donc voilà, je pense qu'on va dans le bon sens. Merci. Priscille, sur ce sujet de la place des femmes, on avait pas mal abordé le sujet de la mixité, le fait aussi de développer les réseaux féminins. Comment vous avez vécu votre parcours en tant que femme entrepreneur ? Alors, bonjour à tous. Dans la grande diversité de cette table ronde, je suis aussi ingénieure. Donc, j'ai vécu à peu près la même chose que mes consoeurs à l'école, c'est-à-dire une école où il y a quand même majoritairement des hommes. Alors, j'ai la chance d'avoir fait l'INSA de Lyon qui travaille très fortement pour la mixité. Donc, on avait 35% de femmes dans l'école, une chose dont nous sommes très fiers. Aujourd'hui, ils sont 45%, donc ça continue sur sa lancée. Ils sont très proactifs sur la question. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des écoles qui sont plutôt assez mixtes, avec en génie civil beaucoup de femmes. Donc, le sexisme m'est arrivé dans la tronche quand j'ai commencé ma carrière professionnelle. C'est là que j'ai eu vraiment les premières expériences plutôt violentes. En chantier, j'ai jamais eu de problème. J'ai dirigé effectivement des groupes de 40, 50, 60 personnes qui étaient tous des hommes, souvent beaucoup plus âgés que moi. Ça leur posait aucun problème. Mais quand j'ai monté ma boîte et que j'ai commencé à vouloir avoir de l'argent, ça a été beaucoup plus compliqué. Les réseaux de financement, les financiers, les banquiers, les investisseurs sont vraiment à 98% des hommes.
Ils ont très peu l'habitude de voir des femmes qui travaillent avec eux et ils ont très peu l'habitude de financer des femmes. Pour eux, être une femme, c'est bizarre, c'est différent et donc c'est un risque. Et autant il y a 10 ans, c'était particulièrement aigu comme problème, autant post-MeToo, post-2018, on a commencé vraiment à structurer la réponse autour de la position des femmes dans la société. Il y a vraiment eu une prise en main de ces sujets-là, la preuve de notre table ronde aujourd'hui. Et donc, on a de plus en plus un professionnalisme qui se construit autour de cette question, qui fait qu'on aborde les sujets un peu différemment. On essaye d'avoir... Il y a des fonds qui sont construits, qui sont dédiés à la question, etc. Donc, ça s'améliore avec le temps. Mais statistiquement, on a perdu 0,4 points de financement des projets féminins entre 2010 et 2020. Donc, on améliore la façon dont on prend en compte les femmes dans le milieu, mais on leur donne toujours pas d'argent, voire moins qu'avant. Du coup, il y a encore quand même pas mal de chemin à faire, je pense. Merci, très intéressant. Merci à vous toutes pour cette première séquence orientée sur la place des femmes. On va plonger maintenant dans notre sujet adaptation au changement climatique pour en savoir un peu plus sur les actions que vous menez chacune dans vos organisations, comment vous êtes mobilisées avec des actions concrètes. Valentine, j'aimerais commencer avec vous pour que vous puissiez partager ce qui se passe dans le groupe Vinci, ce que vous avez pu initier avec vos plans d'action. Oui, alors je vais peut-être passer du groupe Vinci au pôle Vinci Concession, qui donc fait partie du groupe Vinci. Donc Vinci Concession, c'est plus de 100 infrastructures dans le monde, dans 25 pays précisément. On a donc des autoroutes, des aéroports, du rail et aussi des stades. Donc c'est des infrastructures qui sont très critiques de par la fréquentation, de par aussi certaines fois il y a des voies qui sont spécifiquement réservées pour par exemple les pompiers, etc. Donc c'est des voies qui sont en tout cas des infrastructures qui sont vulnérables. Au-delà de ça, du coup, quand on a fait ce constat, comme l'a dit Isabelle, on a énormément d'exemples d'événements climatiques qui ont pu impacter les différentes infrastructures qu'on a dans le portefeuille. On a décidé déjà de toutes les screener sur un outil qu'on a mis en place en interne grâce notamment au travail d'Isabelle, qui s'appelle Resilience, qui permet en quelques clics de voir quels sont les aléas climatiques qui vont impacter nos infrastructures dans les différentes décennies à venir. Et donc, une fois qu'on a cette vision-là globale de où sont nos risques, et ben ensuite, on peut mieux agir. Et donc, on a donc Nicolas Notebaert, qui est le PDG de Vinci Concessions, annoncé en septembre dernier, lors de la journée de l'environnement du groupe, qu'on allait lancer les plans d'adaptation pour chacune de nos infrastructures qui sont les plus vulnérables. Donc ça, c'est un premier pas, de lancer avec une gouvernance forte des plans d'adaptation dans nos infrastructures les plus vulnérables. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est très bien, mais il faut aussi agir sur le terrain. Donc on met en place des boîtes à outils pour les différents collaborateurs. Comme je vous l'ai dit, il y a 25 pays, donc c'est des cultures complètement différentes. On passe du Japon à la Colombie, aux États-Unis, à la Grèce. Donc voilà, des outils sur lesquels ils peuvent s'approprier. On a des formations actions, des catalogues de solutions avec des solutions internes et externes, toujours sur le sujet de l'adaptation. On a aussi mis en place des cahiers des charges types parce que certaines fois, ils venaient vers nous, les collaborateurs en filière locale, en nous disant mais en fait, on ne sait pas comment adresser le sujet de la vulnérabilité, le sujet des plans d'adaptation. Et donc, on a développé des cahiers des charges types qui peuvent évidemment modifier. C'est à eux après de prendre leurs pattes et qui soient aussi plus contextualisés par rapport au contexte local. Et puis ensuite aussi de créer une communauté, parce qu'on a bien vu, il y avait en fait dans les entretiens qu'on a pu mener, il y a certains collaborateurs qui se retrouvaient face à des difficultés où ils étaient tout seuls. Or, nous, au siège, on se rendait bien compte qu'ils pouvaient rencontrer la même difficulté qu'une autre personne dans un autre pays. Et donc, on crée justement une communauté sur le sujet pour que les experts opérationnels et techniques puissent se parler au sein du réseau. Et enfin, on les accompagne aussi au niveau du siège en créant des trios d'experts techniques et opérationnels pour que dès qu'ils aient une question, ils puissent venir vers nous. Et en fait, nous, on vient les accompagner à challenger l'idée, à peut-être mettre en relation avec d'autres personnes au sein du réseau, parce que nous, on a une vision du coup qui est plus globale vu qu'on est au siège. Et ça permet effectivement d'avancer sur tous les plans au niveau du sujet de l'adaptation au changement climatique. Donc c'est que le début, mais on essaie de mettre les premières pierres. Peut-être un petit mot aussi sur ce que vous avez coordonné, la réponse aux
à ce fameux plan national d'action, le PNAC. Notre cher PNAC 3. Donc là, c'est mon autre casquette, c'est la casquette plutôt Vinci avec Isabelle notamment, où effectivement, donc comme l'a précisé Isabelle, on a lancé un groupe de travail résilience, puis spécifiquement sur l'adaptation il y a 3 ans et demi maintenant. Et c'est un sujet où dès qu'on a vu qu'il y avait le PNAC qui sortait, on s'est dit il faut absolument qu'on y aille. Je m'en souviens, on était dans la salle juste là-bas d'ailleurs quand on a décidé de rédiger notre réponse. Et c'est une occasion qui a permis aussi à tous les directeurs environnement du groupe Vinci de se coordonner sur le sujet, de dire où étaient les points de difficulté ou au contraire les aspirations et où est-ce qu'on pouvait aller plus loin. Et c'est vrai que rédiger cette réponse-là a permis aussi en tout cas, contribuer à créer un langage commun au niveau du groupe et aussi d'affirmer notre position sur des sujets qui peuvent être pour nous assez cruciaux, comme par exemple renforcer les partenariats publics-privés, notamment au regard des financements énormes que l'adaptation va demander, mais aussi intégrer dans les appels d'offres des variantes adaptation, des variantes en tout cas environnementales qui aujourd'hui ne sont pas possibles. Ça fait partie des mesures qu'on a proposées en tout cas. Je vous invite à lire la réponse qui est toujours disponible. Merci Valentine. Une question pour vous, Priscille. Peut-être racontez-nous au travers de ce que vous avez créé, de Climera, comment vous agissez, vous aidez à agir de façon concrète sur l'adaptation au changement climatique. Alors, chez Climera, ce qu'on fait, c'est on construit une solution qui permet aux gestionnaires d'actifs d'analyser l'impact du changement climatique sur leurs actifs. Donc, ils regardent l'exposition actuelle aux risques, par exemple les inondations, comment ils sont exposés aujourd'hui sur l'ensemble des bâtiments, par exemple, ou des aéroports qu'ils sont en train de gérer, comment cette exposition va évoluer avec les différents scénarios climatiques avec lesquels on travaille. Donc, on travaille avec ceux du GIEC et la traque gouvernementale standard pour les collectivités. Ça leur permet de comprendre du coup à quel point leur portefeuille d'actifs est sensible et vulnérable au changement climatique. Le deuxième volet, c'est d'appréhender combien ça coûte de ne rien faire. L'inaction climatique, c'est un vrai coût. Merci beaucoup d'avoir abordé la question, Isabelle. Et c'est un vrai coût que tout le monde préfère ne pas regarder, puisque comme en fait on ne fait pas le chèque au début de l'action, c'est très pratique de se dire que ça ne coûte rien. Donc nous, on va calculer quel est en fait le pari économique qu'ils sont en train de faire en ne travaillant pas sur l'adaptation climatique de leurs actifs. Ça coûte combien en fonction de la durée de vie de votre actif, 5, 10, 15, 25 ans. Évidemment, plus c'est long, plus ça coûte cher. Donc on va calculer le coût économique de l'inaction climatique sur l'ensemble du portefeuille d'actifs. Généralement, on voit un gros chiffre en plusieurs centaines de millions d'euros et ça réveille un petit peu les COMEX des entreprises pour lesquelles on travaille. Et ensuite, la troisième action, c'est maintenant qu'on sait qu'on va perdre plein d'argent, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'en perdre moins, tout simplement. Et donc on a un volet de protection, de prévention qui permet de détecter des solutions techniques qui vont protéger les actifs, réduire l'exposition, créer de la résilience donc au sein de l'actif et à l'échelle des territoires pour réduire l'impact économique de cette résilience climatique et parfois même trouver des leviers de succès économique à l'échelle des actifs. Donc on peut même gagner de l'argent en faisant de l'adaptation climatique. C'est formidable, ça marche très bien. Il faut juste trouver la bonne solution pour le bon actif et la bonne exposition. Et c'est ça qu'on fait chez Climera. Bravo, quelle belle promesse. Florence, racontez-nous dans le groupe ADP comment vous avez abordé, vous êtes organisé pour traiter le sujet d'adaptation au changement climatique, notamment le secteur aéroportuaire que vous... Alors, finalement, ça va se rapprocher plutôt pas mal de ce que fait un peu Vinci Concessions, peut-être avec un petit peu moins de maturité. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un vrai déclic à l'après-Covid. Le Covid a été un choc pour le monde aéroportuaire. Il faut savoir que pendant 1 an et demi, on avait à peine 10% de notre chiffre d'affaires, parce qu'il n'y avait plus d'avions, tout était fermé. Donc c'était un choc à tout niveau, même au niveau de l'entreprise. Et il y a eu un réveil de se dire, OK, on est dans un secteur qui est critique dans ses infrastructures. Nous sommes des connexions entre les pays, nous sommes des frontières du pays. Et en même temps, un secteur très critiqué, puisqu'il accompagne l'aérien. Donc dans l'aspect carbone et avion, on coche tous les mauvais côtés. Donc clairement, on se devait de transformer complètement notre façon de penser les choses, de se dire on se doit d'être exemplaire sur tout l'aspect environnemental et entre autres adaptation au changement climatique, même si ça c'est arrivé plus tard.
Donc on a travaillé déjà sur pas mal d'aspects d'atténuation. On a par exemple créé des corridors écologiques en lien avec les territoires. Il faut savoir que l'aéroport si je prends Paris-Charles de Gaulle et Orly, qui sont nos 2 principaux fers de lance, en plus de ceux qu'on a à l'international, c'est 4300 hectares répartis sur entre 5 et 6 communes en fonction des 2 aéroports. Donc on a un vivier là-dessus pour travailler notamment sur la biodiversité ou sur la gestion de l'eau, qui est extrêmement intéressant. Donc on a travaillé sur ce sujet-là via ces corridors écologiques en lien avec les territoires environnants. Donc on retrouve une notion de travailler collectivement avec les communes environnantes. Ça a été un des premiers axes. On a aussi travaillé sur le mix énergétique, beaucoup, et on continue à le faire. Et puis sur tout ce qui est accompagnement à l'aviation décarbonée. Un gestionnaire d'infrastructure peut entraîner les compagnies aériennes, tous ceux qui travaillent dans l'aérien, en proposant tout ce qu'il faut pour travailler décarboné. Je vous donne un exemple. Il y a 15 ans, si on vous avait proposé une voiture électrique, beaucoup de personnes ont dit non parce qu'il n'y avait pas les bornes de recharge. Un avion, c'est pareil. C'est-à-dire que s'il n'a pas la borne de recharge électrique pour de l'électrique, le carburant durable qui lui est proposé ou l'hydrogène dans 2040 au mieux, on a encore un petit peu de temps, eh ben, il ne se transformera pas. Donc on a aussi cette responsabilité en tant que gestionnaire d'infrastructure d'anticiper et de réfléchir sur un temps long, parce qu'il faut construire une usine de production d'hydrogène, il faut 20 ans pour la réfléchir, la penser, trouver le foncier, etc. Donc on commence dès maintenant. Après, sur l'adaptation réellement au changement climatique, on doit rendre là, juste au 31 décembre, notre plan d'adaptation au changement climatique pour nos plateformes parisiennes. Pour les plateformes à l'international, on est en train de les inciter et de travailler avec elles pour travailler sur le sujet. Et en parallèle de ça, on a commencé à identifier nos vulnérabilités sur notre patrimoine existant. Parce qu'on sait qu'on est susceptible d'être impacté par les inondations, par les vagues de chaleur. Ce sont nos 2 principaux risques. Donc il faut que notre infrastructure existante soit retravaillée. Donc là, je pense qu'on aura matière à se rapprocher de Climera. J'ai bien écouté ce qu'a dit Priscille. Et sur notre patrimoine neuf, en tout cas ce qu'on envisage de développer, on a développé des prescriptions types également sur comment intégrer ça dans nos ouvrages. On a encore un peu à travailler sur la notion de variante, parce qu'on est un peu soumis à la commande publique. C'est pas toujours simple d'allier commande publique et variante. Mais en tout cas, c'est à continuer à travailler et on est sur le sujet à fond. Merci. Lucille, à vous pour nous présenter City Climatic. C'est comment vous répondez aussi à l'imitation de cet impact. Oui, alors merci. Je vais revenir peut-être sur l'origine et la création et pourquoi City Climatic s'est né et comment. En fait, à l'origine, on est parti de problématiques terrain et c'était lors des JO à Tokyo. Et on avait une problématique sur les sportifs. Alors encore, on va dire le monde du sport, mais finalement, c'était de quoi j'émergeais. Et en fait, se demander sur certaines délégations comment ils allaient adapter leurs courses et quelles auraient été les problématiques finalement de chaleur qui pourraient vivre au sein de leur compétition et au sein de leur parcours sur différents sports plutôt en extérieur. Et donc, on les a accompagnés pour aider finalement à améliorer leur performance sportive et à atteindre une performance la plus judicieuse, enfin en tout cas la meilleure sur cette compétition dans un environnement qui était différent, un environnement en chaleur, un environnement humide, très inconfortable. Et on a renouvelé l'expérience avec des cyclistes finalement sur des compétitions de cycle et sur notamment des contre-la-montre. À partir de là, aujourd'hui, on a rejoint un groupe d'ingénierie, un groupe Inge Europe, donc
on se recentre aujourd'hui sur toutes les problématiques, notamment de résilience de la ville à la chaleur. Et finalement, on accompagne les collectivités, on accompagne les architectes, les urbanistes dans la conception intelligente vis-à-vis de ces problématiques de résilience à la chaleur par des modélisations, mais aussi donc on utilise nos solutions pour finalement aller vers du service et prescrire des recommandations pour des aménagements intelligents et qui feraient face à ces problématiques de chaleur aujourd'hui et à ces problématiques de chaleur demain. Alors ça peut être le revêtement, ça peut être la végétalisation ou d'autres solutions grises quand on doit faire avec l'historique d'un quartier. Et puis aussi, je voudrais mettre l'accent sur également ce que fait le groupe, à l'image de ADP, à l'image de Vinci. Le groupe aujourd'hui, le groupe Ingérop s'est engagé dans la création de 2 indicateurs en interne, indicateur résilience et des indicateurs carbone, qui permettent justement d'améliorer cette conception environnementale et qui a des objectifs internes assez importants, puisqu'on souhaite que 80% des projets passent ces tests de résilience et de carbone avant la conception et après la conception. Et finalement, vraiment améliorer notre conception environnementale sur l'ensemble du groupe. Merci. Amélie, du côté de l'État, vous gérez toutes les politiques publiques qui concernent l'adaptation au changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous dire les différentes actions, mobilisations qui sont menées ? Alors, comme le temps m'est compté, je ne vais peut-être pas citer toutes les actions, mais vous dire la manière dont on a travaillé au cours des dernières années cette question de l'adaptation. On avait déjà un plan national d'adaptation au changement climatique, on en avait même 2, qui avaient amené un certain nombre d'actions, un certain nombre de mesures qui avaient été mises en œuvre. Et lorsque Christophe Béchu était ministre de l'aménagement du territoire et de la transition écologique, et j'insiste là-dessus parce que l'adaptation, c'est un enjeu très fort pour nos territoires. Il a souhaité lancer ce 3e plan avec vraiment l'objectif qui est celui de l'État, c'est comment on organise les choses pour que la nation, pour que notre société, elle soit prête face à ce défi du changement climatique. La première chose qu'on a fait, c'est déjà on s'est demandé, mais de quoi parle-t-on ? Et on s'adapte à quoi finalement ? Et on a eu un travail assez important avec Météo France qui nous a amené à définir ce qu'on appelait la TRAC. Alors, on adore les ministères au sein des administrations. En gros, la trajectoire, c'est notre trajectoire d'adaptation. On a pris les scénarios crédibles du GIEC. Et si on regarde les scénarios crédibles, la France, c'est plus 4 degrés en moyenne à horizon 2100. Et qu'est-ce que ça veut dire, plus 4 degrés à horizon 2100, pour permettre à tous les acteurs, aux entreprises, aux PME, à nos citoyens, aux gestionnaires d'infrastructures essentielles, aux services sociaux, aux écoles, aux hôpitaux, de se mettre dans cette projection-là. Et on a défini un plan avec l'ensemble des parties prenantes qui a 1 an aujourd'hui. Donc on est en train de faire le bilan des premières actions et qui vise à mobiliser tous ces acteurs. Donc on parlait des villes, bien évidemment les territoires, les collectivités qui aujourd'hui sont aux manettes d'énormément de fonctionnalités, la mobilité. Comment on adapte nos systèmes de mobilité, comment on adapte nos écoles. Donc ça, c'est bien évidemment des questions qui intéressent les élus. Comment on fait en sorte que les lieux publics soient adaptés à des pics de chaleur l'été. Et c'est ce type de questions très opérationnelles qu'il faut que chacun se pose. On a eu là des exemples de grands groupes qui expliquent comment ils se projettent. Et en plus des grands groupes qui gèrent des infrastructures. Donc, ils ont l'habitude de cette projection dans des temps longs. Mais mettons-nous à la place de nos 2,4 millions PME, artisans. Ça veut dire quoi, rentrer dans cette logique d'adaptation quand vous êtes boulanger? Et donc, nous, ce qu'on souhaite au niveau du ministère, c'est de faire en sorte que toute la nation se mobilise et se mette en branle. Pour nos citoyens, c'est la sensibilisation au risque, parce qu'il y aura plus d'événements extrêmes, et se préparer au risque, ça permet d'éviter des mortalités.
Pour les entreprises, c'est intégrer la vulnérabilité dans les modèles économiques, ce qui nécessite aussi de la recherche et de l'innovation pour venir implanter des solutions. Je terminerai, donc ça c'est le but du FNAC, c'est la mobilisation très importante avec une énorme réceptivité. Je crois qu'aujourd'hui on a des élus qui ont bien compris le défi, on a des entreprises et des filières qui se mobilisent. Maintenant, il faut traduire ça. Et pour traduire ça, on a pour moi 2 défis et je terminerai là-dessus. Le premier défi, il a déjà évoqué, c'est la question du financement. Cette adaptation, elle va nécessiter du temps, elle va nécessiter des pivotements et la question de savoir à quel moment j'investis pour ça. Par rapport à d'autres contraintes d'investissement de très court terme, la compétitivité, notamment, il ne faut pas opposer la transition écologique et compétitivité économique, mais donc il y a vraiment des questions sur lesquelles il faut qu'on progresse. On sait que l'inaction nous coûtera plus cher de manière macroéconomique. Comment ça se traduit à l'échelle de chaque COMEX d'entreprise ou de la décision de chaque PME. Ça, c'est un véritable enjeu. Et le deuxième défi que je voulais vous citer, qu'on n'a pas évoqué, c'est l'enjeu des fractures sociales, fractures sociétales. On sait que les plus vulnérables aujourd'hui seront les plus vulnérables demain dans le contexte de changement climatique. Et donc, comment est-ce qu'on fait aussi en sorte que cette adaptation du territoire, de nos tissus économiques, soit aussi un levier de correction finalement d'un certain nombre de déséquilibres que l'on observe aujourd'hui. Il faut faire en sorte qu'on ne laisse pas sur le carreau en réalité, même si on sait qu'il y aura malheureusement des entreprises qui n'arriveront pas complètement à s'adapter, qu'il y aura des territoires pour lesquels ce sera plus difficile que d'autres. Et donc comment, et c'est ça, c'est la responsabilité de l'État, comment est-ce qu'on s'organise pour permettre ces solidarités pour éviter que l'adaptation ne vienne fracturer des territoires et une société qui montre déjà des signes de difficulté dans certains de ces champs. Merci Amélie. On voit bien là au travers de vos témoignages que le temps de la réflexion est passé, qu'on est plutôt dans le temps de l'action, hein. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Peut-être voilà, vous incarnez chacune finalement des organisations qui sont très, très, très différentes entre un grand groupe, une start-up, l'État, les collectivités territoriales, on a voilà, le bâtiment, les travaux publics, les infrastructures, enfin plein d'acteurs très variés et d'un niveau de maturité qui peut être variable, un niveau de passage à l'action qui peut être variable. On sait que c'est en étant tous unis, mobilisés collectivement qu'on pourra faire plus vite et avancer plus loin également. Alors sur cette question de la mobilisation, quel est votre avis, quelles sont vos convictions sur ce sujet de faire ensemble? Peut-être Florence en premier. Oui, alors j'en parlais un petit peu tout à l'heure quand je vous parlais des corridors écologiques, qui est un exemple tout simple. C'est-à-dire que si on fait un corridor qui ne s'arrête à la frontière de l'aéroport par rapport à la commune de Tremblay ou d'Orly, ça n'a pas vraiment de sens. Donc on s'est engagé, si on parle maintenant du sujet de l'adaptation, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit l'ensemble des territoires qui sont connectés, qui travaillent ensemble. Donc ce qu'on s'est engagé à faire au travers des plans d'action à l'adaptation, c'est de les partager avec toutes les communes qui seront autour et les territoires qui seront autour pour qu'on atteigne une certaine cohérence. Donc de travailler conjointement et de se tirer mutuellement finalement vers le haut sur nos territoires en commun. Mais on essaye aussi, en travail avec des groupes de travail qui sont à la fois européens et internationaux, soit des groupes de travail de partage entre aéroports européens. On a des problématiques qui sont quasi similaires, donc on a tout intérêt à partager avec eux. Quand on est avec des aéroports du style en Inde ou en Turquie, ils ont des questionnements un peu différents, mais ça n'empêche qu'ils peuvent aussi beaucoup nous apporter. Donc on a ces groupes de travail au niveau national et international au niveau des aéroports, mais on participe aussi à des groupes intersectoriels. On a quelques sujets communs avec le transport maritime, par exemple, étonnamment. On a aussi des questionnements en commun avec beaucoup d'opérateurs qui ont des patrimoines assez forts, comme Orange, Veolia, l'armée, la SNCF. Voilà, on a tous des grands leviers possibles en termes d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, c'est vraiment cette mobilisation qui se doit d'être collective et cette réflexion pour vraiment, et surtout du partage des actions qui est intéressante et qu'on essaye d'activer. Merci. Lucile, peut-être de votre côté, avec votre prisme, comment on embarque tout le monde sur ce sujet-là ?
Alors, aujourd'hui, je dirais que l'adaptation au changement climatique est un sujet d'actualité, hein, mais qui est quand même encore vu comme, pour moi, une contrainte budgétaire et qui ne devrait pas. En fait, on devrait le prendre comme une opportunité d'investissement finalement. Pourquoi une contrainte budgétaire? Parce que souvent, dans les cahiers des charges des appels d'offres, on voit cette ligne adaptation au changement climatique. Pour autant, on ne sélectionne que l'offre, on va dire, la plus avantageuse d'un point de vue économique. Et donc, lorsqu'on vient rajouter cette brique changement climatique, on vient rajouter finalement du temps homme et de l'investissement sur projet. Et donc aujourd'hui, c'est difficile de faire passer de vraies études ou de vraies actions d'adaptation au changement climatique dans des contraintes budgétaires qui finalement sont très restreintes et qui n'offrent pas l'opportunité aujourd'hui d'investir réellement dans ces projets et dans l'adaptation. Aujourd'hui, dans les cahiers des charges, parfois on voit apparaître dans les notations 10% sur l'engagement RSE. Pourquoi demain on ne verrait pas apparaître 10% sur l'adaptation au changement climatique dans la notation et donc voilà, profiter de cette opportunité pour faire en sorte que on puisse valoriser l'innovation et valoriser l'adaptation au changement climatique. Ensuite, c'est un sujet d'innovation. Qui dit sujet d'innovation dit profiter de partager les bonnes pratiques, essayer de parler entre nous sur des retours d'expérience, parce que finalement on a encore peu de retours d'expérience. C'est aussi aller sur la formation, sur la sensibilisation sur ces sujets-là, en interne, en externe, et sur des collaborations avec des experts, parce qu'il faut en fait s'allier de personnes et d'un système, d'un environnement systémique pour qu'on puisse aborder le sujet sur tous les angles. À ce titre, et à titre d'exemple, on a l'été dernier organisé un workshop avec le groupe qui réunissait différents experts, des experts scientifiques, académiques, du BTP, des acteurs locaux, et on a réfléchi ensemble pendant 2 jours sur la résilience à la chaleur, la résilience de la ville. L'objectif était de partager nos expériences et de sortir avec une feuille de route. Et de cette feuille de route, on est encore en contact et on essaye de faire valoir cette feuille de route pour que les bonnes pratiques, ou en tout cas les actions qu'on avait identifiées, puissent se mettre en place sur ces questions de résilience à la chaleur. Merci. Amélie, quand on a parlé mobilisation collective ensemble, vous disiez continuum, réseau d'experts, enfin ça vous avez évoqué plein de choses, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais vous pouvez revenir dessus. Oui, alors on est face à un défi majeur en fait, on ne sait pas comment on va y arriver à s'adapter et donc on a vraiment besoin de mettre de l'intelligence collective et partager. Donc ça veut dire des réseaux d'experts et effectivement on est fortement mobilisé au niveau des administrations pour rendre possible ces échanges, parce que l'expertise, c'est pas nous qui l'avons au niveau de l'État. Bien évidemment, ça n'existe plus, cette vision du monde où l'État serait celui qui sait et le monde économique ferait. Donc, premier enjeu, recherche, innovation, comment est-ce que je mobilise des capacités de recherche fondamentales, le CNRS, l'INRAE, l'Université Gustave Eiffel, pour porter des projets qui amènent de la connaissance. Je vous citerai un exemple. On a financé un projet qui s'appelle Explore 2070, qui vient évaluer la ressource en eau disponible sur les territoires à l'échelle du bassin versant en 2070. Ça, c'est fondamental. Il faut permettre à une entreprise, à une collectivité de se projeter sur ma ressource en eau dans 30 ans. On a besoin de cette ingénierie et de ces réseaux d'experts qui amènent ce savoir. Mobiliser les comités de filières pour aussi adresser à des filières économiques les infrastructures, l'eau, les déchets, l'agroalimentaire, agriculture, agroalimentaire.
énorme défi que le changement climatique sur la production agricole et toute sa chaîne de valeur. Donc, mobilisation des centres techniques pour éclairer finalement les décideurs qui sont plus à l'aval sur ces questions-là. Le deuxième regard que l'on a, il y a la transversale technique, sectorielle, il y a l'horizontale territoire. Comment est-ce qu'on arrive, et vous le citiez pour ADP, à avoir un regard territorial? Ce n'est pas l'industrie à son échelle, l'infrastructure à son échelle. Tout ça est lié avec un enjeu territorial. Si demain, l'usine, elle s'est adaptée, mais qu'elle a réduit sa consommation d'eau, mais qu'il y a globalement plus d'eau pour la collectivité, de toute manière, elle sera en rupture d'eau. Si l'usine, elle s'est adaptée, mais que l'infrastructure de transport ne s'est pas adaptée, pareil, ces salariés ne pourront pas venir. Donc, et c'est ce regard-là plus territorial qui est un peu nouveau quand même, parce qu'on crée des décloisonnements qu'on n'avait pas encore abordés jusqu'à présent. On remet des acteurs à se parler ensemble. Et donc, pour nous, c'est très important. Et donc, à ce titre, on est en train de mettre en place des COP territoriales qui sont vraiment la mobilisation État-collectivité. On regarde un territoire et on essaye de se dire, c'est quoi nos grands enjeux d'adaptation ? Recul du trait de côte, plus de neige en hiver, augmentation des reflets gonflements d'argile, pénurie d'eau. Et qu'est-ce que ça veut dire pour mes activités sociales et économiques ? Alors, je fais réagir Priscille sur le rôle de l'État et le soutien nécessaire pour mobiliser collectivement. Oui, dans l'adaptation au changement climatique, il y a effectivement une grosse question territoriale, évidemment. Les entreprises ne vivent pas sur des îlots sortis de leur contexte, donc elles ne peuvent pas s'adapter toutes seules. Et les collectivités ne peuvent adapter que les territoires qui sont publics. Du coup, c'est un problème aussi, puisque quand on fait des actions d'adaptation territoriale en tant que collectivité, on ne peut pas venir dans le jardin des gens pour creuser des solutions. On ne peut pas détruire l'aéroport parce qu'il y a trop de mètres carrés de bitume. Ce serait quand même très mal vu. Et donc, il faut des solutions qui sont tripartites, qui vont faire agir l'État, les collectivités et les acteurs privés pour trouver des solutions d'abord techniques, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir les mettre en place sur un continuum de territoire pour que ce soit efficace pour tout le monde, et puis pour trouver des solutions de financement, parce que les entreprises privées peuvent généralement pas subir le coût total de l'adaptation d'un territoire, elles ne sont pas là pour ça. Les collectivités ont des budgets qui sont très contraints et ils ont de plus en plus de mal à investir vraiment sur le temps long. C'est l'infrastructure, le patrimoine pèse très lourdement dans le budget des collectivités. Donc l'État doit intervenir en tant que financeur sur ces questions-là. Et donc il faut absolument construire des réflexions qui sont collectives, même si individuellement on considère aussi que les acteurs privés ont une grande force de frappe, notamment les grands acteurs de l'assurance et du bancaire, qui sont aussi là parce que toutes les activités économiques existent, et donc si elles disparaissent, ils vont disparaître aussi. Donc ils doivent aussi pouvoir être là pour jouer sur l'adaptation des territoires, assurer l'assurabilité des territoires et le financement des territoires et des parties privées qui vont pouvoir faire le territoire de demain. Merci. Et puis Valentine, sur le sujet de la mobilisation collective, on a parlé retour d'expérience, l'importance du partage. Comment vous voyez les choses dans le groupe ? Oui, peut-être du coup je vais un tout petit peu dévier parce que toutes les interventions sont quand même fait penser à pas mal de choses et je suis alignée avec tout ce que vous venez de dire. Peut-être un chiffre, rien qu'à l'échelle Vinci, il y a un des aéroports, je ne vais pas le nommer parce que ça reste interne, mais un des aéroports pour lequel on doit payer 8 millions de franchises, 8 millions de dollars de franchise pour chaque aléa climatique, c'est énorme. C'est 3 fois plus que la moyenne de nos aéroports. Mais on se dit que ça, on peut pas l'absorber si ça arrive tous les ans. Et on se dit qu'à une échelle plus globale, tous les acteurs ne pourront pas non plus survivre à tant d'argent à dépenser suite aux aléas climatiques. Donc c'est vrai qu'on a besoin de mobiliser tout le monde. Nous aussi, pour les plans d'adaptation, on mobilise les différents acteurs qui sont au cœur du territoire et on voit bien que c'est vraiment utile pour comparer les visions, comprendre comment tout ça peut s'intégrer et s'imbriquer ensemble, parce qu'on le comprend assez rapidement quand on voit les vulnérabilités des territoires, c'est l'interdépendance est présente partout.
pour tous les réseaux. Personne ne sera à l'abri du changement climatique, donc l'adaptation est nécessaire pour tous. Et effectivement, ça s'accompagne aussi de solutions. Alors, personnellement, je suis convaincue qu'il y a beaucoup des solutions qui sont déjà présentes et il faut juste savoir comment les agencer de la meilleure manière possible. Il y a la question du financement aussi qui est essentielle. Effectivement, les grands acteurs privés peuvent aussi contribuer et je pense que le PPP, donc le partenariat public-privé, est l'un des outils qu'on peut utiliser justement et mobiliser pour financer les grands projets de demain. Il y a également aussi le fait d'avoir une vision moyen-long terme qui aujourd'hui est assez compliquée à avoir, notamment parce que les enjeux politiques, électoraux ont un temps qui est différent de celui des infrastructures, mais on voit bien qu'on n'a plus le temps de juste être sur des enjeux électoraux et au contraire, il faut vraiment avoir une vision plus moyen-long terme. Et l'adaptation est un bon terrain de jeu pour expérimenter tout ça. Merci pour ces illustrations que vous avez chacune portées avec vos organisations et vos points de vue. On a terminé cette séquence sur l'adaptation au changement climatique et je voudrais proposer à Isabelle de revenir. Elle a tout écouté, elle a pris plein de notes. Elle va peut-être nous donner son mot de la fin et puis je reviendrai vous parler de la suite. Eh bien, je dois d'abord remercier Impulse Partner pour effectivement l'organisation de cette magnifique table ronde. Merci Stéphanie. Merci à nos panélistes. Je pense que vous nous avez montré du super concret. J'ai terminé ma petite intro sur le mot de l'action. Ben voilà, on y est. Donc je suis très ravie de ça, avec en plus des actions concrètes et de l'engagement, hein, quand il y a les 80% de projets chez Ingérop, etc. Enfin, il y a des choses qui montrent qu'on est en train de bouger les lignes. On voit assez bien dans ce que vous dites sur l'adaptation au changement climatique qu'il faut commencer par la mesure du diagnostic, alors que ce soit directement des tonnes de CO2, des aspects économiques. Donc j'aime beaucoup l'approche que vous avez déroulée, que c'est par là que ça démarre pour effectivement être capable de mettre en place les bonnes actions. On ressent ce besoin encore de pédagogie quand même très très fort. On vient d'ouvrir sur le partage, le partenariat, le fait de décloisonner. Enfin, je pense que c'est tout ça me donne beaucoup d'espoir parce qu'on est finalement dans des secteurs assez variés, public-privé autour de la table, dans des rôles différents. Et on a quand même un peu tous le même vocabulaire, la même manière de raisonner sur les prochaines étapes. Donc ça me donne beaucoup de choses. Il faut qu'on bosse ensemble sur la recherche, vous venez de le dire Amélie, le côté vertical, territorial. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais on va y arriver. Donc vraiment un immense merci. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'on n'a pas encore fait suffisamment. Je pense qu'on a une toute petite annonce à faire sur un prochain événement. Ouais, il n'y a pas une slide. Oui, juste on va pour expliquer un peu ce qui va se passer. Donc on espère déjà que ce sujet qui est loin d'être achevé, on puisse se retrouver pour continuer les échanges. Pour incarner aussi ce collectif. On vous reparlera du lab adaptation qu'on lance chez Impulse Partners avec l'ensemble des acteurs publics-privés. N'hésitez pas à venir nous questionner sur ce sujet-là. Il y a une date à retenir qui est le 11 février. Et puis se tenir au courant de toutes les initiatives qui sont en cours dans les groupes et les entreprises que vous avez entendues ce matin. Et puis on prolonge donc les échanges autour d'un petit lunch qui est organisé par Léonard. Et je laisse la parole à Valentine sur une initiative. Pardon ? Je ne sais pas si Isabelle, tu voulais dire quelque chose. J'avais un dernier mot, du coup je suis désolée parce que je vous ai lancé trop tôt. Mais je voulais terminer sur notre ambition commune. On est tous là, femmes, hommes, avec cette richesse de diversité pour faire bouger les lignes. Je l'ai dit en intro. Je pense qu'on a vraiment notre place, et en particulier en tant que femme, dans le sens qu'on a, puisque notre rôle là, à s'adresser, à attaquer de plein fouet le sujet de l'adaptation au changement climatique, c'est quand même pour materner et paterner les êtres humains qui vivent sur la planète. Donc moi, c'est sur cette ambition commune que j'ai envie de terminer cette séquence, effectivement, de garder ça en tête. On n'est pas tout seul, heureusement, dans le fait de permettre aux hommes et aux femmes de la planète de continuer à vivre décemment dans les limites planétaires. Donc merci à vous tous et toutes pour cette action continue et cette ambition commune.
Et je vous invite, donc là au titre de Léonard, il y a un événement qui se passe lundi soir, voilà, ici. Donc à 19 h ici, dans ce même endroit, sur les femmes bâtisseuses, une histoire en images. Ce sera une masterclass organisée par une historienne. Elle est passionnante, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Il y aura quelques films, quelques passages de films et une explication aussi associée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir et à vous inscrire. Merci. Et cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans Juliette, Charles et Manon du côté de Léonard. Merci à tous les trois pour votre aide sur cet événement. Et le buffet est ouvert pour vous tous, vous toutes. Merci. The sun began to climb, the frost began.